Et c'est reparti pour un épisode de Zia la déesse, Zia la déesse. Voilà. Bon, je tiens quand même à dire que pour l'instant, cette saison 4 me convainc plutôt bien. Ça démarre sur un bon ton qui est assez plaisant, honnêtement. Ne serait-ce que, j'en ai pas parlé dans l'épisode précédent, c'est le fait que, étant donné que maintenant Zarès Ambrosius n'a plus aucune utilité des enfants, il ne rechigne pas une seule seconde à essayer de les tuer directement comme il essaye de le faire maintenant. C'est ce qui est intéressant, quoi. Ça appuie ce changement de dynamique entre eux, qui me plaît beaucoup. Hein, même si, une fois de plus, c'était forcé le fait qu'il ait ce double médaillon-là dans la saison précédente. Mais voilà, j'aime beaucoup ça. Et oui, ça poursuit sur le cliffhanger de l'épisode précédent, qui, au bout du compte, est un peu plus puissant que ce que je lui accordais avant, puisqu'on va se pencher un petit peu sur les conséquences de cet effondrement et le fait que nos deux héros sont un peu piégés sous ces décombres. Excusez-moi d'avoir directement envisagé le pire, disons que les cliffhangers de cette série en général sont pas super, ce sont assez grossiers et un petit peu insultants. Quand on en fait un qui, au bout du compte, a un certain poids, c'est surprenant, dans un sens. Donc voilà quoi, ils sont piégés sur les décombres, hein, ils ont du mal à sortir, on voit que ça les affecte, il y a la suie, enfin il y a toute la terre qui leur tombe sur le visage, ils ont de plus en plus de mal à respirer, on appuie que c'est une situation très difficile pour eux, tandis que Tao se sent super mal de s'être fait avoir comme ça. On insistera un petit peu là-dessus dans l'épisode. Et parallèlement, il va y avoir Zia et compagnie qui ne sauront pas où se trouvent les enfants. Une fois de plus, je trouve ça bizarre qu'ils ne pensent pas regarder vers l'endroit où il y a ces temples. Personne ne leur dit ou quoi que ce soit, mais c'est pas plus mal parce que ça va permettre de démontrer en détail le pouvoir de Zia, puisqu'il y a des rats-taupes qui passent dans le coin. Étant donné qu'ils ont des sens un petit peu plus affûtés pour savoir ce qui se passe bien sous terre, Zia se dit tout de suite « Ah, je vais utiliser leur connaissance pour arriver à trouver mes deux petits amis. » Et voilà, elle utilise son pouvoir de télépathie pour leur parler directement. Voilà, la télépathie avec les animaux, donc, hein, on reprend un truc déjà, hein, que voulez-vous, hein. C'est juste, hein, elle peut parler à plusieurs animaux en même temps, hein, elle est forte à ce point-là, carrément, quoi. Donc, grâce à ça, ils savent où sont enterrés, plus ou moins, Tao et Esteban, et essaye un petit peu de les sortir de là, de sortir de ces décombres. Il y a un moment assez fort où ils pensent les avoir retrouvés. Il y a Mendoza, Sancho et Pedro qui essayent de les retirer de là, seulement voilà, il y a un autre effondrement, un autre petit éboulement qui se forme et ça ne se fait pas comme ça. Et tu te dis, oh mon dieu, mais est-ce qu'ils vont y arriver et tout, et c'est là que Zia sort son nouveau pouvoir surcheaté une fois de plus, de la télékinésie. Une fois de plus, on l'a vu avant, hein, c'est pas non plus comme si ça sortait de nulle part. Ça sortait de nulle part au moment où l'a introduit dans la saison 3, mais là ça va quoi. Disons que c'est compréhensible. Elle est tellement prise dans cette situation-là, elle est tellement un peu désespérée. Je dis non, je n'accepte pas ça, et qu'elle utilise son pouvoir à fond pour déplacer tous les rochers carrément en mode raid dans Star Wars 8 pour déblayer le plus possible le chemin. Donc on est un petit peu époustouflé par ça, mais grâce à ça, Tao et Esteban sont sauvés et ça lui a demandé beaucoup trop d'énergie, ce qui fait qu'elle tombe un petit peu dans les pommes pendant une petite période assez importante. Ça dure une journée, un truc comme ça, hein, durant laquelle il va y avoir Tao et Esteban qui se sentiront un peu mal, surtout Tao. Voilà, on a la phase d'apitoiement de s'être fait avoir comme ça et d'avoir engendré des conséquences assez graves à cause de ça de la part de Tao, qui, une fois de plus, me plaît parce que ça semble vraiment pointer une évolution du personnage. Il est dans la phase apitoiement, la phase je m'en veux, et si c'est bien repris par la suite, on va avoir une phase où il va sortir grandi de cette expérience-là. Et si c'est poursuivi comme ça, mais je suis content, mais totalement content. Hein, ça me ferait ultra plaisir. Ça me rappelle un peu un personnage, le personnage du héros dans le jeu Tales of the Abyss, si vous connaissez, ou vous connaissez pas, tant pis, hein, où il a un développement un petit peu comme ça. Ce serait très plaisant de voir ce genre de choses se faire autour de Tao. Ça aurait été cool de voir ça plutôt, limite de pas
le voir du tout parce qu'une fois de plus, il n'était pas comme ça dans la saison 1, mais voilà. C'est bien de faire ça, enfin. Enfin bref, ils se sentent un petit peu pris au dépourvu et se disent quand même que on va pas attendre sagement que Sia récupère. Voilà, elle est un petit peu dans une espèce de petit coma magique, entre guillemets, qui durera un petit moment. Et pendant ce temps-là, ils vont un petit peu enquêter auprès des gens parce que voilà, si la tapisserie sur les murs elle est un petit peu détruite, hein, enfin pas la tapisserie, c'est les dessins sur les murs qui sont censés leur indiquer le prochain endroit pour trouver la 5e cité d'or est détruite, et ils peuvent quand même demander à ceux qui sont présents, qui savent certaines choses. C'est ce qu'ils vont faire. Donc voilà, le plan d'Ambrosius n'était pas non plus ultra parfait à cet égard-là, quoi. Donc il demande au chef du village, il leur parle du fait que ces gravures-là sont censées indiquer donc l'île d'Ophir. La cité d'Ophir, excusez-moi, et bon, ils n'en savent pas grand-chose, mais il y a un explorateur portugais qui est venu, qui s'appelle Cinza, qui a fait des recherches là-dessus et qui devrait pouvoir les renseigner davantage. Et donc, ça va être leur prochaine destination. Hein, pendant ce temps-là, on va avoir donc le rêve titulaire de Zia qui durera 1 minute durant la nuit. Et voilà, pendant 1 minute, on verra Zia faire une espèce de rêve un petit peu éthéré où elle vole dans le ciel, elle voit une espèce de masque qui s'ouvre à elle, qui forme de la lumière. C'est censé signifier quelque chose. Si c'était juste onirique pour pas grand chose, j'imagine que ça aura un impact à un quelconque moment. Enfin bref, voilà, elle se réveille suite à ça, Esteban et Tao sont contents, elle leur dit qu'elle a vu ça dans son rêve, ils ne réfléchissent pas plus, non, c'est bon, surtout on a une piste, il faut qu'on aille parler donc à ce Cinza, ils au revoir un petit peu au village, ils décollent pour partir vers de nouveaux horizons et pour battre Ambrosius. Voilà, en gros, hein, pour résumer, hein, on découvre un peu plus la culture africaine, enfin de cet endroit précis, très, très intéressante. On montre leur façon de cuisiner. Hein. On voit ça aussi dans le documentaire de fin. Le documentaire est très lié à ce qu'on montre. Hein. J'aime beaucoup ça. On fait même un retour sur les rataupes, hein, qui ne ressemble pas à ça en réalité par rapport au dessin qu'on en a fait. Mais on a pu bien que c'était vraiment un parti pré-artistique de rendre ça plus joli de la part des dessinateurs. Quoi. J'aime bien qu'on appuie ça, qu'on montre la différence entre la version un peu idéalisée d'un dessin animé et la version réelle. C'est assez sympa, hein, le documentaire et le petit parallèle qui est fait à ce niveau-là. Enfin bref, voilà, là c'est du côté de nos héros. On va passer pas mal de temps du côté également d'Ambrosius, Laguerra et compagnie, puisque sur leur vaisseau va y avoir déjà Gaspard qui essaiera de lui faire la bonne grosse drague. Hein. Apparemment, il n'a pas trop fait gaffe à ce qui s'est passé entre elle et Mendoza. J'imagine qu'il a pas assisté à leur moment un petit peu intime et il a grippé rapidement sans trop réfléchir à ce qui s'est passé avant. Je pense que ça doit être ça parce que ça me paraît bizarre quoi, qu'on n'ait pas tant de soupçons sur elle après ce qu'elle a fait avec Mendoza en essayant d'aider les enfants et tout quoi. Donc un peu, je pense que ça doit être ça, il n'a pas assisté à ça et donc il se pose pas plus de questions que ça. Tandis que donc ouais, elle se fait draguer, ça la gonfle un petit peu. Il y a Ambrosius qui décide de se ranger dans ses appartements entre guillemets et elle qui commence à avoir quelques doutes, surtout que il a parlé du piège qu'il a laissé pour Esteban et compagnie là-bas à la cité de Lalibela. Et elle se dit, attendez, on parle juste du fait que ça va détruire les preuves pour qu'ils nous suivent, c'est ça? Oui, c'est exactement ce que je voulais dire. Donc elle a des doutes, elle s'infiltre de façon un peu laborieuse dans son compartiment. Enfin, à l'intérieur de sa nef, il n'y avait pas de meilleur moyen que ça, je sais pas, ça me paraît un peu bizarre, mais bon, puisque oui, elle fait des tonnes d'acrobatie pour y arriver. J'imagine qu'il fera pas gaffe à ce qu'elle en parle là, pour se renseigner un petit peu sur son bouquin qu'il a planqué. Elle sait la combinaison des touches à employer, et c'est là qu'il apprend que donc il part également pour la cité d'Ophir et il compte y trouver, donc la cité d'Ophir c'est la 5e cité d'or, hein, ça me paraît un peu évident, et il compte y trouver la pierre philosophale, transforme le plomb en or, qui donne la jeunesse éternelle, qui guérit les maladies, ce genre de conneries basiques. Moi je m'attendais pas à ce qu'on mette la légende arthurienne dans ce genre de truc, c'est bien la légende arthurienne, je sais plus, reprenez-moi si je me trompe, voilà, je m'attendais pas à ce qu'on foute cette légende là-dedans, un peu facile sur les bords mais on verra bien. Je sais le sentiment que cette pierre philosophale sera pas aussi uber puissante qu'on le croit.
de base, hein. Il n'aura pas toutes les capacités qu'on lui alloue comme ça, hein, parce que c'est quand même une légende assez forte, ça, hein. Elle peut faire un peu tout et n'importe quoi, cette pierre philosophale. Je pense qu'il va y avoir peut-être cette évolution-là, ce développement-là qui se fera. Ce serait intéressant de montrer que c'est pas juste une pierre ultra cheatée qui peut faire tout ce qu'on veut, quoi, parce que sinon ce serait facile, ce serait facile. Bon, déjà qu'on a eu le double médaillon ultra pratique dans la cité précédente, là ce serait encore plus facile, quoi. Mais ça a l'air d'être un petit peu son objectif final au bout du compte. Cette pierre philosophale qui lui donnerait vraiment les pleins pouvoirs. Et il en aurait à peu près rien à foutre de la 6e et la 7e cité. Peut-être, hein. Après peut-être qu'il y a des trucs encore plus super puissants que la pierre philosophale là-bas. Hein, on verra, hein, au fur et à mesure. C'est juste des petits questionnements qui me viennent en tête avec ce que l'épisode me donne. Enfin voilà, quoi. Elle espionne un petit peu ses écrits dans son journal et se rend compte donc qu'il cherche la pierre philosophale et surtout que le piège qu'il a mis en place, c'était pas juste pour détruire le temple, mais surtout pour se débarrasser du groupe qui suit, donc de jeunes enfants innocents. Et donc elle trouve ça assez inadmissible, mais elle essaie quand même de maintenir sa couverture, de ne pas se faire avoir. Seulement, ça va pas être si simple quand Gaspard va s'en mêler. Parce que oui, Gaspard va jouer un rôle. Alors au début, il fait un petit peu le con, hein, en manipulant mal la barre, ce qui fait que la nef tangue un petit peu et il manque de s'écraser. Voilà, hein, guignol typique. Mais une fois de plus, et c'est ça qui me plaît, c'est que ça reprend un peu ce caractère-là dans la saison 1, et pareil à la fin de la saison 3, on montre que c'est un petit peu plus que ça. C'est quelqu'un qui peut être dangereux quand il veut et qui n'est pas non plus un arriéré fini. Il peut être une menace à un certain degré. Et donc voilà, il tient absolument à draguer une fois de plus la Guerra parce que apparemment il en passe à fond pour elle, quoi. Hein. J'ai envie de me la taper cette fille. Et elle dit non, non, non. Il n'y a aucune chance entre vous et moi. Hein. Je vous le dis tout de suite, seulement voilà, il le prend mal et dit ok, il va falloir me parler sur un autre ton, vous montrer plus gentil, parce que je sais certaines choses. La première fois que je vous ai vu au port de je ne sais plus où, ça reprend ce qu'on a vu dans la saison 3, je sais que vous maniganciez quelque chose d'un peu louche. Je vous ai vu discuter avec le commandant du bateau Esperanza, hein, donc un commandant de bateau espagnol. Hein, vous lui avez donné un certain objet, alors j'ai pas reconnu particulièrement l'objet, peut-être que je me souviens pas très bien, une espèce de cylindre noir. Je sais pas, hein, j'ai peut-être zappé hein, dans ma mémoire ça, hein, ça ne servirait rien cet objet particulièrement, et c'est un peu louche, je ne me suis pas posé trop de questions, je ne vois pas ce que c'est, mais peut-être que si j'en parle à Ambrosius, il aura certaines idées, lui. Et le souci que j'ai avec ça, c'est la façon un peu facile dont ça vient aux oreilles d'Ambrosius, parce que voilà quoi, étant donné qu'ils sont à la barre en train de discuter de ça, et ben il y a cette espèce de tuyau qui permet à Ambrosius d'entendre directement leur conversation. Ce qui fait que ça vient directement à ses oreilles dès lors qu'on met ça en avant, alors que ça aurait peut-être été cool de garder ça pour plus tard. Mais bon, suite à ça, Ambrosius se fera une idée du cap que veut prendre l'Esperanza, hein, ses motivations, je ne sais pas trop une fois de plus, mais bon, il a l'air de bien comprendre lui, Ambrosius. C'est bien de montrer que nos personnages savent une chose que nous, le spectateur, nous ne savons pas. Et voilà, il change un petit peu de cap dans cette situation de groupe où tout le monde est un petit peu suspicieux envers tout le monde, personne ne se fait confiance. C'est assez sympa, la dynamique de trio qu'on crée entre nos méchants à ce niveau-là. Donc voilà, épisode bien, sympa, hein. Bon, hein, quelques petites grossièretés, les pouvoirs de Zia qui sont toujours aussi surcheatés, mais en dehors de ça, les développements sont très satisfaisants, et j'avoue qu'on reprend bien ce qui est mis en place, on crée des tensions, des moments assez forts, et oui, le cliffhanger d'épisode final, eh ben, c'était pas pour du vent, ça signifiait quelque chose, ce qui est pas si mal. J'ai bien apprécié, hein, un bon développement de l'histoire, et bon, c'est pas sensationnel, mais si ça se poursuit sur cette voie, ça promet d'être une saison 4 qui dépasserait de façon assez notable les saisons 2 et 3.
Voilà, poursuivez sur cette voie-là, et moi je serais bien content, ce sera une découverte très sympatoche, très plaisante. Hein. Donc voilà, je touche du bois pour l'instant, on verra par la suite, mais ça promet pas mal, ça promet pas mal pour l'instant. À bientôt pour l'épisode 3, bye.